Bonjour, je suis Daryl Le Rouge, orthopédique de Urban Bridge. C'est une question qui revient de plus en plus depuis que j'ai commencé à parler de neuromarketing au Cameroun. Pour simplifier les choses, dites-vous qu'il y a les neurosciences d'un côté, donc les sciences du comportement, qui sont utilisées pour atteindre des objectifs marketing. Donc en fait, on étudie le cerveau humain, le comportement humain dans des situations de consommation, dans son quotidien et dans ses interactions avec son environnement, ses semblables, pour comprendre ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui le stimule, ce qui l'influence, pour à la fin créer des expériences qui lui conviennent, créer le produit qu'il va acheter facilement, créer l'expérience, la meilleure expérience pour lui, pour le satisfaire. C'est ça le neuromarketing, l'utilisation des neurosciences cognitives pour atteindre des objectifs marketing. Bon, référence, je suis touché qu'on dise que je suis une référence aujourd'hui. C'est certainement dû au fait que j'en parle beaucoup. Mais je n'aime pas qu'on m'appelle expert, parce que l'expertise s'acquiert avec beaucoup plus de temps et avec un certain niveau de diplôme. Pour le moment, je suis spécialiste, je suis certifié en neuromarketing et en psychologie de niveau avancé. Donc, il faut faire inévitablement des certifications dans des universités à l'extérieur du pays ou à l'extérieur même du continent, parce qu'il n'existe pas d'université en Afrique qui propose le neuromarketing. Donc, moi, personnellement, je me suis formé dans des universités en ligne aux États-Unis et en ce moment, je suis en cycle d'expertise dans une université spécialisée dans le neuromarketing au Brésil. Je vais dire que l'industrie musicale d'aujourd'hui ne saurait réellement se passer des sciences du comportement ou bien des neurosciences cognitives. Et je ne parle pas de l'industrie musicale camerounaise, je parle de l'industrie musicale mondiale. Si vous suivez le déploiement des grandes firmes musicales aux États-Unis, en Europe et tout, vous allez constater qu'il y a un gros déploiement qui est fait pour convaincre les auditeurs, pour convaincre les utilisateurs de plateformes musicales de constamment aller streamer et toutes ces choses-là pour qu'ils soient intéressés par les musiques. Parce que comprenez-le bien, j'étais au Mbochi dernièrement, je disais, la musique ou le son, au départ, ce n'est qu'une œuvre de l'esprit, comme on l'appelle souvent. Mais malheureusement, dès l'instant où ça sort du studio, ça devient un produit. Donc, l'artiste gagne beaucoup à penser son produit pour convaincre ou bien satisfaire une demande, un besoin qui est celui qui va écouter la musique. D'accord? Ça, c'est au premier niveau. Plus tard, dans l'autre, du moins, un élément de la chaîne, c'est les plateformes de streaming. Elles font comment pour attirer les utilisateurs sur ces plateformes-là? Ça peut être une question de comment tu appelles ça? UX design, donc design d'expérience utilisateur, où il va falloir penser la plateforme pour que l'utilisateur se sente à l'aise. Ça peut être une question de couleur, de forme sur la plateforme, de comment est-ce qu'on va représenter les musiques et toutes ces choses-là. Tout ça, c'est les neurosciences qui donnent des informations pour produire la meilleure expérience possible pour les utilisateurs. Oui. Comprenez que pour mémoriser une quelconque information, il est nécessaire pour notre cerveau ou bien pour nous, êtres humains, que cette information ait généralement une charge émotionnelle. Donc c'est cette charge émotionnelle qui va faire en sorte que l'information reste. Donc la musique a donc cette capacité de créer des émotions. Les ondes ou bien les fréquences génèrent ou créent des émotions dans le cerveau humain, ce qui fait qu'on arrive facilement à garder tout ce qui est lié à cette information sonore. D'accord? Donc si on associe un son triste à une image, il y a de fortes chances que cette image-là, le jour où on pensera à elle, nous rappelle la tristesse. Si on enlève la musique triste et qu'on ne voit que l'image, on peut ne pas y associer une émotion particulière. D'accord? C'est ce qu'il faut comprendre.
Donc la musique joue un rôle important sur notre cerveau. Notre cerveau fonctionne, comme je dis souvent, par association, pour garder des informations capitales, parce que notre mémoire est divisée en plusieurs parties. Les informations les plus importantes vont aller rester dans la mémoire, je vais dire implicite, la mémoire à long terme, où ça va rester pendant très longtemps. On ne va s'en rappeler que le jour où un élément de la situation va nous être rebalancé un jour, c'est-à-dire le son ou bien l'image en question, okay, pour nous stimuler et faire un rappel mémoire. Mais elle ne peut rester là-bas que parce qu'elle est importante. Elle devient importante parce qu'il y a une émotion forte qui est reliée à ça. Okay? C'est pour ça qu'elle est gardée. Sinon, pourquoi est-ce qu'on garderait cette information? Si vous vous rappelez bien de l'expérience là, comme avec le pain viande, ça n'a marché que parce que le geste qui était associé à cette campagne avait une charge émotionnelle. Donc l'image rappelait des souvenirs qui, eux, avaient de la charge émotionnelle. C'est la même chose avec la musique. L'émotion. Nous, humains, consommateurs, nous prenons des décisions sur la base de nos émotions à 90%, la plupart du temps. L'aspect rationnel de l'être humain, vraiment, c'est à 10% dans notre quotidien. La plupart des choses que nous faisons au jour le jour est dirigée par les émotions. La musique crée des émotions. Les images créent des émotions. C'est pour ça qu'on ne peut pas se passer de ça. Donc, s'il faut se souvenir de quelque chose ou mémoriser, il faut de l'émotion. Il faut que ce soit important pour nous. Et tout ce qui a une émotion est important. Soit ça nous procure du bien, donc on veut garder ça, généralement. Soit ça nous procure voilà, de la tristesse. Il est aussi possible qu'on garde ça, parce que c'est mémorable. Oui. Parce que plus tard, il va faire des liens. Ce n'est pas seulement la situation de maintenant. Cette image reliée à la musique qui produit de la tristesse, il peut la garder. Pourquoi? Ça lui rappelle autre chose. D'accord? Il va garder l'information. Mais si c'est une information qui pour lui est tellement choquante qu'il ne veut pas s'en rappeler, il va mettre ça dans une zone de son cerveau. On va avoir parlé de peut-être mémoire à court terme. Et là-bas, il n'attend que les prochaines informations pour remplacer l'espace. Donc faire disparaître celle-là. Voilà un peu comment ça se passe. Il n'y a pas de genres musicaux qui soient plus forts que d'autres. Chacun d'eux a un impact spécifique par rapport à l'objectif qu'il y a derrière. C'est connu dans notre société, mais juste que les gens ne peuvent pas expliquer pourquoi. Quand vous faites du sport, vous écoutez des musiques qui ont un rythme rapide. Ça a tendance à vous donner un peu plus de force. C'est bizarre, n'est-ce pas? Comment est-ce que ça vous donne la force? Il n'y a pas de la drogue dans cette musique, du moins en apparence, non. Mais les fréquences, ok, les ondes produisent quelque chose dans notre cerveau qui va nous stimuler et certainement créer ou bien faire en sorte que notre cerveau produise des hormones ou des neurotransmetteurs. L'un des neurotransmetteurs que vous connaissez, l'adrénaline ou la noradrénaline, qui va donner des impulsions, nous donner peut-être du courage ou voilà, accélérer notre rythme cardiaque, donner un peu plus de force, ainsi de suite. Vous voyez un peu le processus. Donc, ça c'est en rapport avec les musiques d'un certain genre. Les musiques, par exemple, classiques, elles ont tendance souvent à stimuler la créativité. Ça ne veut pas dire que les musiques rapides ou le rap hardcore n'ont pas d'utilité. Chacun a un rôle bien précis. Ce n'est pas que l'autre est meilleur que l'autre. Dans des cadres bien spécifiques, le rap stimule aussi la créativité. Ça dépend aussi de votre nature à vous. Vous êtes sensible à quoi? Il y a des gens qui ne sont sensibles qu'au rap ou à un certain rythme musical. Donc, c'est ça qui les stimule, c'est ça qui les rend créatifs. Chez d'autres, c'est la musique classique, par rapport à leur culture, ce qu'ils vivent tous les jours. Ok? Ça les pousse à penser différemment. Chez d'autres, c'est, je ne sais pas, c'est le funk. Chez d'autres, c'est le mbolé. À Anguissa ou encore Ndongo Yaoundé, par rapport à la culture, c'est le type de musique qui les inspire. Ils ont grandi dans ça. Les souvenirs, vous vous rappelez bien, ça produit quelque chose chez eux. Ça a un impact sur eux. Donc chaque musique
a bel et bien un impact. Il n'y a pas une musique plus forte que l'autre. Tout dépend de l'humain, bien de celui qui écoute. Une question de sensibilité. Mais dites-vous que toutes les musiques ont un impact sur tout le monde. Oui. Maintenant, en fonction de votre culture, de votre nature, d'autres vont avoir beaucoup plus de signification. Ça ne veut pas dire que chez les autres, ce sera pareil. Ouais. Il vous suffit de mener de simples études. Le bon côté encore, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont déjà été menées sur des styles de musique qui produisent des réactions spécifiques chez les humains. Comprenez d'abord que le comportement humain n'est qu'une réaction. Ce n'est qu'une réponse à une stimulation. Donc, entre la stimulation et le comportement, il y a d'autres éléments qui vont se passer. On stimule, ok? Il y a le processus cognitif, donc la pensée. Ensuite, il y a l'émotion qui est générée. De l'émotion va émaner le comportement, la réponse. Donc, le cerveau va envoyer une réponse au corps. Il va lui donner un ordre. Et c'est le comportement qui va donc se passer après, l'action. Donc, on mène des études pour savoir telle musique, qu'est-ce qu'elle peut produire chez qui? Dans tel pays, est-ce que telle musique va faire en sorte qu'il soit dans un mood spécifique pour pouvoir acheter tel type de produit? Ok? Quand on se retrouve par exemple dans un rayon, disons, électroménager, je vais dire en France, hein, le rayon électroménager, on va mettre des sortes de petites mélodies qui passent inaperçues, mais qui sont en train de faire quelque chose de manière très inconsciente dans votre cerveau, où vous n'en avez pas l'air ou bien vous n'en avez pas conscience. Mais c'est en train de faire quelque chose. Ça a l'air banal. Mais on sait ça comment. Ce n'est que l'étude, ok, où on met des gens dans une IRM fonctionnelle, on fait jouer cette musique-là et on voit quelles zones sont activées lorsque vous écoutez cette musique. En identifiant donc la zone qui est activée, on sait à quoi cette zone sert et ce qu'elle peut impulser comme comportement ou réponse chez l'être humain. C'est sur cette base donc on va dire ok, on va mettre telle musique pour qu'ils achètent tel produit. Ok? Si j'arrive à Carrefour Market, je veux que la plupart des clients, surtout les parents, achètent des produits pour les enfants. Je n'ai pas besoin de mettre une musique de bébé. Il suffirait peut-être que je mette juste en fond sonore le rire d'un enfant. Le rire, c'est quoi? C'est la joie, la gaieté de l'enfant. Et par association, le cerveau du parent, c'est que pour que l'enfant soit joyeux, généralement c'est quoi? On lui a acheté des bonbons, on lui a fait des cadeaux. Et ça peut donc générer une réponse. Il va se dire, ok, il va se rappeler de qui? De son enfant s'il en a. Et il aime quand son enfant est heureux. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il peut prendre un bonbon, ou un chocolat, ou un biscuit qu'il va garder à son enfant. Il vient de faire un achat. On a impulsé ça avec le simple rire d'un enfant. C'est pour que vous puissiez un peu imaginer comment ça se passe. La musique. Voilà comment on peut influencer les gens grâce à la musique. Il y a beaucoup d'informations, il y a même des documentaires où des fois vous arrivez dans des concerts, les gens sont comme en transe. C'est la musique qui fait ça. Oui. Oui, des concerts de rock. Comment se fait-il que quand je vois un concert de rock, les gens sont comme s'ils sont possédés? Arrête d'avoir le diable. Hein? C'est pas le diable, c'est la musique. Les ondes, les fréquences. Si vous me permettez, je pourrais vous expliquer comment est-ce que nous percevons le son. Le son n'est pas le son jusqu'à ce que ça arrive dans notre cerveau. Avant d'entrer dans notre canal auditif, ce n'est qu'une onde ou une vibration. Et ça change même. C'est d'abord une onde qui va pénétrer dans le canal auditif jusqu'au tympan et va frapper le tympan. L'onde en frappant le tympan va faire vibrer le tympan. Et cette vibration qui va continuer, parce qu'à l'intérieur, il y a comme une sorte de petit liquide dans l'oreille interne. Et quand la vibration
arrive dans l'oreille interne où il y a le liquide. Vibration et liquide donnent de nouveau des ondes. Et à cet endroit où il y a le liquide, il y a des terminaisons nerveuses qui, elles, vont récupérer donc ces vibrations, vont faire transiter jusqu'au cerveau. C'est ces vibrations que le cerveau va devoir interpréter. Nos neurones vont devoir décoder parce que toutes ces informations sont codées. Quand elles arrivent au cerveau, lui, il décode. Et il identifie donc note aiguë, note grave, note ceci, par rapport à ce qu'il a déjà comme information. Et dites-vous bien, il n'identifie pas des choses qui n'existent pas déjà chez lui. Il se base sur l'existant. Donc notre culture, depuis le début, donc depuis notre enfance, va jouer un rôle dans le décodage de l'information sonore ou bien de la vibration qui arrive. Ok? Ça, c'est comment est-ce que l'information est traitée. Les artistes que j'écoute, ouais, Richard Bona, Etienne Mbappé, Hens et Dele. Ouais. J'ai Papa l'année, c'est pas le manga. Ouais. Je trouve son style quand même décalé. Ça m'intéresse, il me fait beaucoup rire. Ouais, ça me détend. Ouais. Et je vous dis, son style est intéressant. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle en psychologie cognitive les biais cognitifs. Le biais de l'humour est celui qui est parmi les plus efficaces. Ok? Le biais d'humour, c'est dire que généralement on attend des êtres humains qu'ils aient des comportements super logiques. Mais dès l'instant où il y a un contenu humoristique, ça a tendance à les dévier de leur trajectoire de pensée. Ok? Donc l'humour détend les gens. L'humour fait en sorte qu'ils changent leur façon d'être, ou bien ce qu'on attend d'eux réellement en termes de raisonnement logique. Donc, moi, quand j'écoute Stellaire, ça me sort de mon chemin de raisonnement et tout. Mais je kiffe. Ouais. Ça, vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux, c'est le contenu humoristique qui a le vent en poupe. Ok? Et les gens se sont rendus compte que ça marche. Mais il y a une explication psychologique à ça. C'est le biais d'humour qui fait en sorte que les gens sont intéressés par ce qui fait rire. Ça détend. Et attention, il y a un dosage. Parce qu'au bout d'un moment, ça me fait plus rire. Oui. Je dirais que le niveau est bas et nul. Parce que j'ai comme l'impression que les artistes camerounais ne prennent pas le temps d'écouter et de comprendre le marché. Et l'élément du marché que je veux qu'ils comprennent, principalement, c'est ceux qui vont écouter la musique. Je suis d'accord avec le fait que la musique soit une œuvre de l'esprit, mais quand c'est déjà sorti du studio, il faut que ce soit vendu et consommé. Mais ne faisons pas comme la plupart des entreprises depuis belle lurette. On crée le produit, on vient l'imposer aux gens. Non. Le vrai chemin, c'est on interroge le marché, on interroge les gens à qui le produit sera destiné, on voit ce qui va les intéresser et on va donc cuisiner quelque chose qui va effectivement convenir. Ça ne va pas dénaturer l'art. Ok? Parce que l'art se fera toujours. Vous avez une thématique et vous laissez votre génie faire le reste du travail. Les industries internationales ou bien concurrentes, aux États-Unis, en France ou bien en Europe, si vous voulez, font ça. Beyoncé, vous pensez que Beyoncé, elle ne prend pas des informations sur le public américain pour savoir ce qui peut les intéresser? Est-ce que ça fait d'elle une mauvaise chanteuse ou une mauvaise artiste? Pas du tout. Le label fait un travail de recherche. Vous savez qu'on impose des styles aux artistes souvent. On impose une direction artistique, une direction créative, une direction musicale si vous voulez, aux artistes parce qu'on a observé les tendances. On a écouté le marché. Ce n'est pas que voilà, vous allez devenir esclave du public. Non, vous voulez satisfaire. Vous voulez plaire. N'ayons pas la prétention de faire la musique juste pour nous, c'est des conneries. Si on ne faisait la musique que pour nous, on n'attendrait pas de gagner de l'argent pour ça. Si vous voulez gagner de l'argent avec la musique, écoutez ou bien allez interroger ceux qui vont payer pour ça et donnez-leur ce qu'ils veulent. Mais c'est bien ça le problème.
Et j'ai l'impression que l'industrie musicale camerounaise néglige cet aspect considérablement. Et dans l'industrie, je parle des labels, je parle des artistes, je parle de vraiment tout le tralala. C'est vraiment négligé. Sinon, vous expliquez comment que voilà, Richard Bonari va vendre de la musique aux Chinois. Une musique où il ne chante pas en chinois. C'est quoi, d'après vous? C'est que voilà, c'est une musique universelle. C'est comme ça et pas. Pourquoi Richard Bonari va vendre facilement de la musique en Inde? Il y a une chanson que Richard Bonari a faite qui s'appelle Shiva Mantra. Il a fait avec des artistes indiens. Il a inséré des sonorités indiennes, des instruments indiens. Ça fait qu'en termes de sensibilité, les Indiens se sentent concernés, pas avec ce qu'il va dire, mais avec le son qu'ils vont entendre. Ça leur est familier. Et vous avez dit, notre cerveau fonctionne par association. Si, le temps d'un instant, il se rend compte qu'il y a un élément dans ta musique qui ressemble à ce qu'il a déjà entendu, ça va, c'est suffisant. C'est suffisant pour lui. C'est ce que les gens à l'extérieur font. Ils font de la recherche s'ils veulent s'exporter. Donc, si on veut vraiment vendre la musique au Cameroun, faisons de la recherche.